Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en direct de la MAG pour la soirée organisée par PAMA sur le thème rock pour la 21e édition des Vibrations Urbaines. Émission diffusée en direct sur Radio Campus et coécrite avec les jeunes de la Jam Radio. Ce soir, 3 groupes. Hop Dream, Hop Down, ensuite Montagne, puis Lost in Kiev. Avec moi au plateau, nous avons Phébus, Margot et Nico. À la mise en onde, on retrouve Ghislain Fernand. Et tout de suite, l'équipe technique et les organisateurs de la soirée. Salut Hugo, alors tu découvres les premiers aléas du direct, l'équipe technique qui tarde à venir, mais ça y est, ils arrivent, ils s'installent petit à petit. C'est pas nous qui sommes en retard normalement. Presque pas. Cameron est avec nous, salut Cameron. Salut, comment ça va? Régisseur technique en chef, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est peut-être un grand terme, mais oui, c'est ça, régisseur technique pour ces 3 jours au Club VU à la MAC. D'accord, ça fait quoi? On se sent comment au deuxième jour là, de ce concert? On contrôle que tout aille bien, on contrôle qu'il n'y ait pas de pain ça va, c'est pareil que être pas régisseur technique, le titre il change pas de technicien à régisseur technique. Est-ce que tu peux nous faire un rétro-planning de l'activité que tu as fait cet après-midi, depuis ce matin même? J'ai fait des balances. D'accord. Donc les groupes sont arrivés plus ou moins en retard. Et ensuite en fonction, voilà, c'est juste les équipes qui arrivent, on les accueille techniquement et puis sur la scène directement on fait les balances pour le soir quoi. Ils sont comment les groupes en général avec les techniciens? Ils sont exigeants, ils sont stressés, ils sont plutôt sympas parce qu'ils savent qu'il vaut mieux s'entendre avec le technicien? En fait ça dépend des groupes et ça dépend parfois du style aussi musical parce que alors là c'est comme une soirée post-rock, le son c'est vachement important pour la soirée, donc ils savent qu'ils doivent quand même respecter un peu le technicien son, mais pour les soirées je sais pas de rap ou quoi, ils n'ont pas forcément conscience du son, donc voilà. Ok, et en fait nous on se pose des questions parce que comme tu es dans l'équipe technique, comment on se sent, enfin au niveau de la pression avant les spectacles, les représentations, comment on se sent? On se sent à peu près pareil que les groupes. Beaucoup de pression, surtout quand tu fais du son et que tu arrives dans une salle que tu connais pas, si t'as pas eu le temps de faire des bonnes balances. En lumière, ça dépend en fait. En lumière, si t'as tout ton show de programmé, t'es soit tranquille parce que tu sais que ça va aller tout simplement en appuyant sur un bouton, ou sinon tu peux avoir personne à l'abri d'un petit problème, tu vois. Ok, quelle est la part de salariés et de bénévoles dans ce genre d'événements que sont les vibrations urbaines? En technique? Ouais, en technique, personne n'est bénévole. Je pense pas. Et dans l'ensemble, là, par exemple, un concert à la MAC comme ça fait combien de salariés, combien de bénévoles qui bossent sur ce projet? Je pense qu'il n'y a aucun bénévole ici. Là, il n'y a pas de bénévoles ce soir, en tout cas. On est tous payés par la ville. Et combien de salariés? Techniquement Jean-Luc, un seul. Après nous on est sur un contrat de vacation de la mairie quoi, donc pareil. À quoi il faut penser auquel on ne pense pas forcément quand on anime un concert, quand on organise un concert dans un lieu? On pense forcément au branchement, aux petits détails techniques, mais il y a forcément des trucs qui nous échappent. Ça c'est sûr, ça c'est inévitable, il y a forcément des trucs qui nous échappent. On oublie des trucs, de ramener des trucs, on oublie de câbler des choses pour les groupes, et c'est la plupart du temps aussi c'est les groupes qui viennent, qui ont des demandes en plus ou en moins par rapport à leurs fiches techniques, qui sont plus ou moins vieux. Enfin, un groupe, ça peut changer de fiche technique en une semaine, en un mois, ça peut être très différent. Donc c'est souvent, on oublie plein de petits détails quoi. Ça c'est surtout valable pour le son, parce qu'en lumière, par exemple pour les VU qui sont dans l'espace de 3 jours, on fait une installation lumière avant que ça commence, et après les lumières ne bougent plus, puisque en général les groupes qu'on accueille ici n'ont pas de demande particulière en lumière, du coup c'est toujours la même chose. La demande particulière en lumière, ça s'appelle le plan de feu, je crois, c'est assez rigolo comme terme. Exactement. Comment tu les bosses toi tes lumières avec les groupes? Est-ce que
on balance, t'entends le son qu'ils font et tu repères un peu les endroits où il va falloir mettre un halo de lumière sur le chanteur ou sur le soliste ou une ambiance, une couleur, une teinte particulière. Bah, en fait, ça se fait vraiment au feeling. En général, j'écoute un peu le son que vont avoir les groupes au fil de la soirée, mais les points fixes, par exemple, si à un moment le chanteur va chanter tout seul et je dois mettre la lumière seulement sur le chanteur, ça se fait vraiment au feeling, quoi. C'est réaction, le bouton est prêt, j'appuie, c'est bon. Le soir, souvent lors des concerts, on voit vous démêler les câbles et tout, et on se demandait si vous les mettez bout à bout, environ combien de mètres vous obtenez? 1000. 1 million. 1000 millions. 1 milliard. Tant que ça? 1 milliard. Donc c'est-à-dire que là, mis bout à bout, de Pessac, on va jusqu'à Amsterdam, par exemple. On va. La web radio va s'amuser à le faire ce soir si vous voulez. Pourquoi Oui, pas. on démonte tout et puis vous le faites et puis vous nous dites. Hein? Ok, on fait ça. Merci beaucoup et on écoute maintenant. Déjà Elon. Ah, déjà, oui. Déjà, ok. Merci. Hein. Ah, moi j'avais plein Merci d'autres à vous. questions à poser à l'équipe Allez-y. technique. Et oui, nous bah, on, veut, allez-y, hein. on veut des détails croustillants. Est-ce qu'il y a déjà eu des grosses galères au niveau technique sur les vibrations urbaines ou récemment sur un concert? Grosse galère sur technique. Pas au VU en tout cas, je pense pas. Mais sur des concerts, ouais, on a eu des énormes galères. Depuis que c'est moi le régisseur technique, Exactement. il y a beaucoup moins de galères. C'est un dieu. Racontez-nous une histoire épique. On Bah, aime bien une- ce genre d'anecdote. Une fois, Il était une fois. Une fois, j'ai mis de la on m'a demandé de mettre de la fumée alors que la salle n'acceptait pas la fumée. Et du coup, en fait, l'alarme incendie a sonné partout. Et j'ai C'était dû quoi, faire une heure avant le concert, un truc Ouais, comme ça. non, une demi-heure avant le concert et j'ai fait évacuer tout le monde de la salle. Ah, genre, Et ouais, j'ai fait déplacer un mec qui était à Arcachon pour qu'il vienne éteindre l'alarme. Donc ça a sonné à peu près pendant 1h30. J'avais très chaud et j'étais très rouge. Voilà. Est-ce qu'on vous embête avec les consignes de sécurité du genre le nombre de décibels maximal? Je sais qu'il y a une réglementation pour ça, sur l'évacuation justement du public, la circulation, les boissons aussi. En vrai, on essaye quand même de respecter un minimum, mais sauf que nous, malheureusement, on n'a pas de sonomètre à la régie, et je pense qu'on devrait en avoir un parce que c'est important. Mais effectivement, on doit quand même respecter un minimum les consignes techniques de sortie de sécurité, les trucs comme ça, parce que s'il se passe quelque chose, ça peut être très rapidement mortel, quoi. Mais c'est surtout le régisseur général qui s'occupe des consignes de sécurité en général. Donc c'est Cameron finalement. Non, c'est pas moi le régisseur général. Hein. Pour le public, Jean-Luc. vous avez prévu des dispositifs aussi. On voit qu'il y a des bouchons d'oreilles distribués à C'est très important, à ouais, très l'entrée. important. C'est obligatoire ça? Ça devrait. Ça devrait, ouais. Parce que comme il est dans comme une petite salle, déjà là la batterie elle est très forte à elle toute seule et la pièce elle résonne énormément parce que le sol c'est du carrelage. Donc déjà là on atteint au moins 90 à 100 dB très vite avec un batteur surtout de rock qui tape bien comme il faut. Donc moi je conseille à tous les gens qui écoutent de mettre des bouchons. Le son sera mieux, hein, vraiment. Le son sera mieux. Et on pense aux protections auditives donc pour le public. Tant qu'à faire, on est dans un concert de rock, donc il peut se passer des choses. Est-ce que vous distribuez des préservatifs aussi pour protéger de A à Z le public? Oui, ça se fait dans beaucoup de concerts. Pas forcément dans le rock, mais énormément dans les concerts d'électro. Là ce soir, il y en a ou pas? Ce soir, non, je pense Non, pas. c'est demain. D'accord. Demain, il va en avoir. Il D'accord. va en avoir des colorés de toutes les couleurs, de toutes les formes. Pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. D'accord, donc la protection vous appartient ce soir, hormis les oreilles, bien sûr. Bouchon d'oreille et préservatif. C'est un festival mené par la ville de Pessac. Vous avez des contraintes, des injonctions du fait que ce soit un festival de la ville, par exemple au niveau des paroles des groupes, vous devez contrôler ça s'il y a des explicit content. Bah après c'est un festival, c'est le service jeunesse qui organise ça, mais au final ça va jusqu'à 22 ans quand même. Donc on peut quand même avoir des groupes qui ont des paroles plus ou moins explicites. Après bon, pas de propos racistes, homophobes, normal quoi. Je pense qu'on voudrait pas programmer un groupe qui a des propos comme ça, mais bon, si c'est un peu
On évite les vulgaire, groupes, c'est ouais. pas forcément super quoi. On évite les groupes trop politiques aussi. Là, on est en plein dans les vacances scolaires et universitaires. Au niveau de la communication, est-ce qu'il faut mettre les bouchées doubles pour organiser un événement de ce type à cette période-là? Je sais pas, c'est pas moi qui s'occupe de la communication, donc Eh ben, on va laisser la parole à Margot alors. Yes, super. Je sais pas si mon. Oui, on t'entend, on Très t'entend. Au niveau de la communication, écoutez, nous on aimerait bien mettre la bouchée double au niveau de PAMA, mais après il faut savoir que le festival a un budget propre à la communication avec l'impression des programmes, des affiches, etc. Des affiches aussi abribus, etc. Mais après, nous à PAMA, on n'a pas vraiment de budget pour ce qui est boost des événements sur Facebook, de la publicité en ligne. Nous à PAMA, on n'a pas ça, mais après le service jeunesse de la mairie de Pessac avec Frédéric Arnaud, ils mettent évidemment de l'argent et des encarts publicitaires sur les sites internet, etc. Normalement, c'est fait, mais effectivement, pour faire rameuter des gens, il n'y a pas de secret, c'est la communication avant tout, et il faut pas du tout négliger cet aspect d'un festival ou d'un événement. Alors, on va voir si tu gères bien la communication, Margot. Là, il y a des concerts, mais il y a aussi, je vois, des tableaux de photographie. Oui. Il y a une exposition en même temps qui se tient? Tout à fait, c'est ça, c'est une exposition de photos, le premier concours photo, je crois, des vibrations urbaines, qui est... Ah, peut-être le deuxième. Alors. Et en fait, c'est sur le thème du sport, et j'ai cru remarquer que c'était beaucoup de roues. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de scooters sur les photos. C'est vrai. Ok, donc... C'était un voyage au Vietnam, Yes. apparemment. Ah, ok. Ok. C'est pour ça les pays d'Asie, ils sont reconnus pour avoir beaucoup de scooters. Super. Merci beaucoup, Margot, pour cette communication, du coup. Et on vous souhaite un bon concert, bien sûr. merci. Merci à vous. Nous écoutons maintenant Alone de Up Down. Mais quoi? Mais je sais... Just stay awake and bad all the night. Around shadows behave like human beings. I promise you I'll never let you down. I promise you I'll never let you down. To find a way out of this prison I escaped. I won't bleed in my brain. I'm falling out the blade. Hey babe, I am alright. I just lie pretending all the night. It will shouts still being forced in my mind. I promise you I'll never let you down. I promise you I'll never let you down.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus. Vous venez d'écouter Alone de Up Down, que j'ai d'ailleurs en face de moi. Bonsoir. 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 Alors, nous, on est collégiens. Et en fait, on se demandait si, à nos âges, vous aviez déjà une passion pour le rock, et si vous jouiez déjà un instrument ou quoi. Tout à fait. Quel âge t'as ? Moi, j'ai 13 ans. 13 ans, ouais, 13 ans. C'est là où on a découvert en fait les premiers. Moi, j'avais un disque chez moi qu'un pote à moi, Hugo d'ailleurs, si tu nous écoutes, je pense pas, avait gravé et il m'a dit tiens, écoute ça. J'écoutais pas trop du rock, j'écoutais beaucoup de rap, j'écoutais Skyrock, des trucs comme ça. Et c'était un CD de Sum 41, voilà. C'est pas vrai, il était sur Britney Spears et les L5 en fait, mais il ose pas l'avouer. Voilà. Et ouais, et avec Pierre, on a monté notre premier groupe, on devait avoir 14 ans, donc pas loin. Ah non, on l'a monté au lycée, nous. Moi j'ai commencé la guitare à 13 ans, mais du coup à ton âge, ouais. Quand on débute à 14 ans, un groupe c'est catastrophique, non ? On a l'impression que c'est super, mais en fait, c'est un peu le malaise, avec ouais. le retour. Ouais. Bon, on s'amuse, donc c'est le principal, quoi. Et des compos direct ? Quelques-unes, ouais, carrément, ouais. Si, il y en avait une ou deux, je me rappelle bien. Je vais pas sortir des dossiers, mais je crois qu'il y a une vidéo de vous un peu vieille sur YouTube. Et, non. Et on sait que vous avez fait partie du PAMA. Et du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de ces années où vous étiez partie du dispositif ? Alors, on n'a pas fait partie de PAMA. C'est une erreur, nous n'avons pas fait partie de PAMA. D'accord, c'est une fausse information. Qui a fait les fiches ? On fait partie de l'Estran, voilà, c'est une asso à Saint-Médard qui promeut un peu la culture, tout ça, donc on leur fait un big up. Voilà, en parlant de ça. Du coup, comment ça se fait que vous connaissez PAMA aujourd'hui ? Et les VU, c'est un hasard ? C'est eux qui nous ont invités la première année. D'accord. Ouais. Et on a aussi fait, je sais pas si ça avait un lien, mais on a fait le tremplin musique de rue et on avait fini à la MAC aussi. Donc il y a quelques personnes de PAMA qu'on connaît un peu. Et voilà, merci à eux d'ailleurs, ils nous refont confiance cette année et tout, donc hyper cool, merci. Vous avez sorti votre première EP en début 2018, c'était Under Humans. Yes. Et est-ce qu'on peut retrouver cet album seulement en ligne, ou est-ce que vous avez sorti des disques, des CD physiques Du coup, ouais, si, tu peux le retrouver facilement sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, et on l'a sorti également en physique en 200 exemplaires. Et voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Et pourquoi ce choix de faire des en ligne et des CD ? On accorde quand même de l'importance à l'objet. Donc en ligne déjà c'est essentiel aujourd'hui, hein. Les gens ils écoutent quasiment que par ce biais-là, Spotify, Deezer, YouTube. Et non, on apporte quand même de l'importance à l'objet, ça nous permet de transmettre quelque chose d'autre. Ok, vous nous parlez de Spotify, Deezer, comment ça se passe pour se faire référencer sur ce genre de plateforme ? Alors ça peut être compliqué, nous on passe par un site qui est fait pour. C'était complètement par hasard d'ailleurs. Ouais, on avait bénéficié d'une offre parce qu'on avait participé à un tremplin, il me semble. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais, c'est ça, les Inouïs, ouais, pour le tremplin, pour les printemps de Bourges. C'était juste inscrit, on avait eu ça, ouais. Voilà. Ouais. Mais sinon, ouais, après, je sais pas exactement comment ça se passe sinon. Ouais, c'est un petit peu compliqué, je crois. Faut payer, je crois qu'il faut payer en fait. C'est un peu de l'arnaque. Et donc quel est le temps moyen pour composer un EP pour celui-là par exemple, vous avez mis combien de temps ? 2-3 heures. Non, c'est très très variable, je pense. Ça dépend des gens, ça dépend des groupes. Même nous, ça dépend des morceaux, ça dépend de... Je pense que ça a mis un peu de temps en fin de compte parce que Damien et moi on avait un groupe il y a longtemps de ça, et puis Lucas et Théo avaient un groupe également, et ça fait à peine finalement 2 ans qu'on se connaît véritablement, quoi. Donc tu sais, il y a un temps où tu apprends à connaître les gens avec qui tu joues de la musique, etc. Et je pense pas qu'il y ait de règles en vrai, quoi. Tu vois, il y a une histoire de feeling qui s'installe ou pas. Après, pour donner un ordre d'idée, le premier EP qu'on a fait, on l'a enregistré au bout de 6 mois, ouais. 6 mois on a fait. Voilà, 4 titres, 5 mois, 4-5 mois même. Mais c'était un peu particulier parce qu'on avait l'opportunité d'enregistrer, donc on avait vraiment l'échéance en fait. C'était presque précipité, ouais. Ouais, presque. Et donc vous êtes en collaboration avec un photographe, c'est Olivier Lazel. Oui. Ouais. Et quel lien tirez-vous de la musique et de la photo, enfin, Tu veux parler du lien entre la musique et l'artwork, enfin les images ? Ouais.
En fait, l'EP il véhicule une idée en fait, c'est celle de l'être humain, de 4 mecs en fait, un peu dans l'immensité qui nous entoure. Et donc on avait l'idée en fait d'être 4 sur la couverture d'album et voilà, 4 un peu dans un désert au milieu de nulle part avec vraiment une délimitation vis-à-vis du ciel. Enfin bref, un truc assez chiadé quoi. Et donc on a trouvé ça hyper intéressant d'en parler à un photographe et de travailler avec lui là-dessus. Parce que que je connaissais, photographe que je connaissais, et j'adorais ce qu'il faisait. Il habite sur la Cano. Et donc on attache aussi beaucoup d'importance au visuel parce que je pense que c'est important pour véhiculer n'importe quelle idée quoi, artistique, tout ça. Donc je trouve ça, surtout dans la musique, c'est intéressant de mettre, d'accompagner l'image avec la musique quoi. Et vous êtes bordelais. Et donc, Yes. dans la ville la ville de Bordeaux, est-ce qu'elle a un avantage par rapport aux autres villes musicalement ou... C'est une bonne question parce qu'on n'a pas énormément bougé. En fait, non on n'a plus. pas trop de recul. Ouais, mais après, de ce qu'on entend, moi, de ce que j'ai entendu et tout, c'est une ville qui quand même bouge beaucoup. Même dans le rock, il y a plein de caves, plein d'endroits où jouer en fait. Après, justement, le problème, c'est aussi que vu qu'il y a beaucoup de groupes, ça tourne beaucoup, ça joue beaucoup, donc pour se démarquer, pour arriver à un peu faire son trou, ça peut être compliqué aussi. Question D'être noyé dans intéressée, la masse. comment vous avez fait justement pour faire votre trou et vous démarquer? On a joué. Ok, ça le m'amène. Et du coup, au niveau de l'organisation, tout ça, est-ce que la ville, elle est souple? Est-ce qu'elle vous laisse... Est-ce que la ville est souple? Je sais pas si la ville est souple. Est-ce qu'elle a une politique? Tu parles de la ville de Bordeaux? Ouais. Ben non, la ville de Bordeaux intervient quasiment jamais dans ce qui est programmation culturelle, musicale. On doit beaucoup à des gens qui osent encore maintenir des caves sous terre, notamment l'association Sonatique, qui a des bonnes couilles encore. Et ça c'est bien, ça fait plaisir de diffuser du rock dans les caves. D'essayer d'emmerder le moins possible le voisinage, mais voilà, Ouais. ça fait du bien à la culture quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Bordeaux, il y a un petit phénomène qui s'appelle la gentrification. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quand tu as un quartier un peu populaire qui est remplacé par une population un peu plus bourgeoise, on va dire. Et ça s'est vachement passé dans les quartiers La Victoire, Saint-Michel et tout. Il y avait plein de salles, plein de caves, etc. Ce qui fait qu'elles ferment un peu les unes après les autres parce qu'elles ont des problèmes de voisinage et tout. Donc ça peut devenir de plus en plus compliqué de se produire aussi, de trouver une bonne salle, une bonne cave et de pérenniser un peu les lieux quoi. Et donc non, la ville n'est pas souple. Voilà. On aurait une question finale. Est-ce que vous préfériez inventer un nouveau style musical ou en détruire un qui est déjà existant? Inventer. Enfin, moi en tout cas personnellement, j'aime bien faire quelque chose qui me plaît, donc j'ai pas envie de détruire quelque chose. Quoi. Vraiment envie de. J'aime beaucoup le fait de. Je sais pas si on en est encore là, mais le fait de briser les codes, enfin créer des choses vraiment inventer quelque chose. Putain, ça me parle quoi. Et j'aimerais bien un jour me dire ouais, j'ai contribué à inventer quelque chose quoi. Donc ce serait plus là. Puis ce qui doit se détruire, ça se détruira de lui-même en fait, dans tous les cas. Et sur ces ruines-là, tu construis de nouvelles choses. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est encore possible de créer un nouveau style musical? Bien sûr. Et vous pensez que vous inventez un nouveau style musical? Non, pas du tout. Non. Peut-être qu'un jour, il y a une maturité qui va se faire, enfin, quelque chose va émerger. Mais là, on n'est pas du tout dans la prétention d'inventer quelque chose. Là, franchement. Après, un style en soi, il est toujours inspiré d'autres styles avant. Donc c'est un mix de plein d'influences. Je pense pas qu'on puisse créer quelque chose en partant de rien, quoi. Donc c'est plus des évolutions, je pense, que de la création en elle-même. Moi j'ai une question à poser au chanteur parce que tu as une voix assez caverneuse, un peu à la Tom Waits, un peu coulée dans un fût de Bourbon, on peut dire ça comme ça. Belle. Ça vient comment ça? Ça vient avec la rage de vivre, avec l'envie d'exprimer des trucs, un peu une colère intérieure qui monte comme ça, ou ça vient tout simplement en sifflotant du whisky? Non, parce que moi je suis pas trop porté sur l'alcool, pas du tout même. En vrai, j'ai vraiment, quand je chante et tout, je ressens, mais je pense que Pierre c'est pareil, Pierre qui est le deuxième chanteur du groupe aussi, je ressens un truc au fond de moi, une espèce d'aigreur que j'ai envie de sortir. Après je suis très influencé sur des
les chanteurs britanniques qui sont un peu comme ça, à tirailler la voix. Moi j'aime bien sortir ça. Et quand je chante ça, je me force pas, je ressens vraiment une espèce de colère, quoi. Mais... Et les textes, ils vont avec? Ouais. Quand j'ai écrit les paroles, ça va avec. Et en anglais, pourquoi l'anglais? Ah putain, ça c'est la question. Question qui revient à chaque question fois. relou, bah oui. Vas-y, Damien ou Pierre, vas-y. Je pense que c'est culturel en fait, tout simplement quoi. Il me semble que c'est John Lennon qui disait il y a longtemps de ça que. Ouais, c'est la connerie, non, mais que grosso modo le rock français c'est comme le vin anglais quoi, tu vois, c'est nul en fait. Donc ça sous-entend que si tu veux, la langue du rock'n'roll elle est. Enfin voilà quoi, c'est l'anglais, ça nous parle en fait, c'est une histoire de sensibilité je pense. Tous les groupes qu'on idolâtre par-dessus tout sont tous anglais ou ricains quoi, tu vois. C'est culturel tout simplement il me semble. Il y a la tradition et il y a un autre aspect qui est, enfin selon moi, de faire passer la musicalité avant le texte. C'est-à-dire que on va peut-être préférer un bon air entraînant et qui donne envie d'écouter le morceau à un texte hyper poétique, etc. On est beaucoup plus dans la musicalité. Et dernière chose, je pense aussi, c'est le côté sacré de la langue française. C'est très dur à manier. Enfin, nous, on n'a pas la prétention encore de savoir bien la gérer, quoi. Donc, ça raconte quoi, Up Down? Ça, franchement, c'est très porté sur les sentiments personnels, quoi. C'est très, très humain, en fait, au final. C'est romantique. C'est très romantique, ouais. Franchement, ça parle d'amour comme de déchirure, de... La solitude. Solitude, ouais. Ouais, ça parle de nous, en fait. C'est un peu la tristesse, égoïste, la dépression, quoi, le suicide. Non, c'est pas vrai. Non, c'est assez positif, quand même. Voilà. Mais Hope Dawn, ouais, c'est l'aube de l'espoir, donc voilà. Ta gueule. Merci beaucoup et nous écoutons maintenant Birds de Montagne. Merci. Sure.
Et c'était Birds du groupe Montagne. La Mac commence à se remplir, la tireuse à bière est lancée. C'est parti pour une petite interview. Parlons musique. Comment travaillez-vous votre musique? Est-ce que c'est chacun chez soi? Est-ce que c'est plutôt en groupe? Salut Montagne, bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors comment on travaille, comment on compose en gros, je pense que c'est un peu de travail collectif. On arrive toujours à se rassembler, que ce soit en répétition ou chez quelqu'un, et on amène nos idées, on fait un mix et on travaille tout ça, et après on va le travailler en vrai dans le local et on voit ce qui peut passer, ce qui peut pas passer, ce qui est logique, pas logique. Pour moi c'est ça, après ce que t'en penses. Moi je suis d'accord. Hein. Toi aussi? Oui, c'est ça. Ouais, on est tous d'accord. On a un groupe d'accord. Ah, on a un deuxième, ouais. On est pas mal. Qu'essayez-vous de transmettre à travers vos chansons, à travers vos titres? Est-ce que c'est un message important? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est énergique? Je sais pas vraiment s'il y a un message, précis. C'est plus une musique qui nous parle, on va dire. En fait, au début, vous êtes un groupe instrumental. Du coup, le chant, on l'a plutôt vu comme un quatrième instrument. 2, 3, 4. Ouais, quatrième instrument. Du coup, c'était voilà. Je sais pas si tu dis des choses dans tes paroles des fois. Et tu fais référence à un morceau en particulier? Ah non, pas forcément. Sinon, si la question c'était le message, etc. Est-ce que vos musiques, vos chansons véhiculent un message Est-ce que vous revendiquez quelque chose Ah, d'accord. L'amour. L'amour. Bon, il y a une certaine sensibilité écologique, je dirais, mais qui est pas non plus. Moi, je suis pas activiste, ni toi, a priori dans ce que je sais, ni Lucas. Après, ouais, c'est plutôt une sensibilité un peu écologique, je dirais, respect de la nature. Enfin, il y a un peu de ça. Ensuite, c'est plus esthétiquement l'idée de montagne, de masse, de masse rocheuse, etc., qui a une certaine concordance avec peut-être notre musique, enfin, du moins, j'espère. D'où le côté un peu brut de décoffrage, quoi, avec des couilles. Oui, c'est ça. Absolument, il fallait que ce soit massif, quoi. Voilà, comme la montagne. Massif comme la montagne. Et le côté voix gutturale, c'est une technique particulière où à chaque fin de concert, il faut changer la voix et faire de la rééducation pendant 15 jours. Alors, c'est une bonne question. En fait, faut limiter un peu tout ce qui est que je fume pas trop quand on est en week-end, quand on fait des dates. Faut pas trop picoler non plus parce que ça nique vraiment la voix. Par contre, effectivement, il y a vraiment une limite où parfois moi j'utilise mal la voix et je la casse. Et c'est arrivé une fois ou deux que je suis en difficulté sur une date parce que ça sortait pas.
Mais sinon, c'est une technique particulière, je la maîtrise pas encore parfaitement, mais je crois que oui. Et je crois que, particulièrement dans le métal, il y a vraiment des exercices qui existent. Il y a même des profs de chant métal, je crois. Donc c'est vraiment une technique. Mais je crois que c'est pas du cri, quoi. Tu cries pas tout au long de tes chansons, quoi. Comment C'est pas du cri. Tu maîtrises ce que tu fais, je pense. Oui, mais en fait, je pense qu'à part peut-être dans certains groupes, que je sais pas, j'en ai pas comme ça à citer, mais je pense de manière générale, c'est plutôt maîtrisé en fait. Ok. Sur la partie métal, on peut dire que vous êtes un peu métal quand même. Ça vous vexe pas? Non. Tu peux dire ce que tu veux. Comment vous voyez le style par rapport à l'ensemble des gens qui écoutent, parce qu'il y a un festival, il y a le Hellfest qui tourne bien, mais en même temps le métal on en entend peu sur les radios, on a l'impression que ça reste un style un peu underground, et pourtant il y a du monde qui le soutient derrière, c'est un peu entre les deux. Comment vous l'envisagez, vous, le métal? En fait, c'est comme dans tous les styles, je pense qu'il y a des choses très connues qui marchent bien et qui sont un peu connues de tous, et des choses qui sont plutôt faites avec les moyens du bord. Donc le métal, comme le rock, le rap, la funk, le jazz, enfin tout. Je pense qu'il y a à chaque fois un peu deux scènes en parallèle. Donc c'est pas un style à part au niveau de la médiatisation, au niveau du public. Si, la médiatisation en France est quand même assez limitée, à part le Hellfest. Pour le métal, c'est assez limité. Et alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique, tout ça, c'est vachement plus développé, c'est vachement plus grand public, quoi. C'est quand même assez étrange. Sur Spotify par exemple, la plateforme, c'est le style le plus écouté au monde et un des styles les moins écoutés en France. Donc c'est quand même assez révélateur de ce que la France aurait à dire sur le métal. Après là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement c'est vrai que le Hellfest c'est le plus gros événement culturel français au niveau fréquentation. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois bien que c'est de l'ordre de 190 000 personnes. Oui, il y a les Vieilles Charrues, mais voilà, en tout cas c'est un des plus gros. Et effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de noter que par contre il n'y a pas de médias qui diffusent l'esthétique sonore métal, on va dire, en France. Et s'ils existent, sur papier il y en a encore, je pense à New Noise, où il y a quelques magazines là qui font des trucs bien encore. Après, en termes de médias de masse, si je peux utiliser le mot, télévision, radio, c'est vrai que c'est limité, quoi. À Paris, il y a une émission métal tous les dimanches soirs sur WFM, et c'est la seule. Est-ce que vous souffrez des clichés du métal, genre les longs cheveux, les gens qui tirent la langue et tout, enfin qui ont souvent des trucs? Non, ça c'est un vieux clivage qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense que même mes parents ils sont ok du fait que esthétiquement c'est un peu bizarre de crier, etc. Mais par contre, plus personne, et je l'espère, n'a peur des métalleux en général. Et j'espère que tout le monde a bien en tête le fait que c'est des gens gentils et qui n'agressent pas les autres dans la rue. Il y a un lâcher-prise dans le métal. J'ai l'impression que c'est un petit peu genre on exorcise tous ces démons dans la musique et après on est hyper sympa. Enfin moi tout ce que j'ai entendu du Hellfest c'est les gens sont adorables et je me demande s'il n'y a pas un côté on sort tout, on lâche tout dans la musique et du coup on peut être cool après. Est-ce qu'il y a ça un peu dedans? Oui. Oui, je pense, ouais. Peut développer vous. Oui, non, c'est une manière d'extérioriser clairement. C'est vrai que c'est un style qui permet de donner de l'énergie, de se lâcher un peu, de lâcher toutes sortes d'émotions. Après, est-ce qu'on se sent mieux après? Je sais pas. Mais oui, on peut dire que c'est un peu un exutoire parfois, mais ça dépend après. Après, j'ai envie de répondre aussi parce que je fais un peu de métal aussi, Aurore. Et c'est marrant. Symphonie. J'ai fait un comparatif à faire écouter de la musique à des gens qui en écoutent et des gens qui en écoutent pas du tout et essayer de leur faire deviner les images qu'ils avaient par-dessus. Et c'est marrant, ceux qui n'ont pas du tout l'habitude d'écouter du métal, ils ont de suite des images de dragons, de feu, de flammes et tout ça. Alors que moi quand j'en écoute... Il y a un côté un peu Game of Thrones, moi je trouve, dans le métal. Alors que quand j'en écoute, c'est pas du tout les images que j'ai. Moi, il y a des petites fleurs, il y a des petits chemins, des petites forêts. Non, c'est vraiment... c'est... Alors après, là c'est autre chose, c'est... Le métal, c'est une grande famille, et à l'intérieur de cette famille, je pense qu'il y a des petits ensembles qu'on peut distinguer. Effectivement, il y a une communauté
jeux de rôle, jeux de plateau, qui traînent beaucoup dans les bars métal. D'ailleurs, souvent les bars métal en France, c'est des bars dans lesquels on peut choper un jeu de société dans l'esthétique et thématique dragon, très, très Tolkien, quoi. Et écouter en même temps du métal symphonique. Par contre, il y a d'autres choses, quoi. Et effectivement, ces autres choses, elles sont peut-être un peu moins médiatisées. Mais c'est vrai que si tu fais référence à ce que tu vas taper, ce que tu vas trouver en tapant metal music sur YouTube, t'auras du dragon, ouais. T'auras ce genre de truc. Par contre, il faut savoir que y a d'autres choses. Et je pense à des styles comme le doom, le sludge, le stoner, même le black metal, même si on associe ça à ça, etc. Dans le black metal, il y a pas mal d'esthétiques variées finalement. Je sais pas, le death metal, si je prends des groupes comme un classique, je sais pas, Cannibal Corpse, on est plus dans un délire nécrophile chelou. Il n'y a pas Seigneur des Anneaux là, c'est juste le gore. Bon, après, c'est aussi parce que le métal, c'est un terrain de jeu pour les esthétiques où tout est ok. Tu peux faire une pochette où il y a une nana qui est en train de se faire agresser et tout. C'est ok, quoi. C'est un endroit où c'est possible de faire ça. Et personne va faire, allez non, votre pochette, c'est chaud. C'est comme ça. J'aimerais bien parler. Vous avez parlé d'esthétique. On a vu votre clip, par exemple, de sportif dans la neige pour le titre Birds qu'on a écouté tout à l'heure, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez réalisé? Ce qui est quand même spectaculaire. C'est Luc en fait qui était à côté de moi, qui était en train un peu de triper sur des vidéos de ski et en écoutant la musique à s'amuser à modifier un peu les images, les faire des retours en arrière. Je sais pas le langage technique, mais s'amuser à mixer des vidéos de ski avec cette chanson là. Il s'est dit que ça sonnait bien, donc avec une autre pote à nous qui s'appelle Camille, qui est réalisatrice, ils sont enfermés quelques jours et ont réalisé le clip à travers des images d'archives de c'est un skieur ou un mec qui faisait des vidéos de ski du coup qui s'appelle Warren Miller, c'est ça hein? Voilà. Oh. En fait, c'est quelqu'un qui est mort cette année, en début d'année, qui s'appelle Warren Miller, et qui est je pense, le plus grand cinéaste de ski sportif. Donc c'est quelqu'un qui suivait, je pense, qui est né, alors je connais pas son histoire, hein, mais c'est quelqu'un qui est né dans le milieu de la montagne, parce que je pense que c'est un milieu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi là-dedans, etc. Ah. Et effectivement, il a filmé, je pense, ses copains qui skiaient, et voilà. Après, pour revenir au clip, là, c'est plus parti d'un délire. Hein. Merci à tous. Nous allons maintenant écouter Insomnia de Lost in Kiev. Merci.
et c'était Insomnia de Lost in Kiev. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Alors, le groupe étant constitué uniquement de garçons, sur certains morceaux, on peut entendre une voix féminine. Et à qui appartient-elle? Alors c'est des voix qu'on a commandées à des voice-over. Donc voilà, ce qu'en gros notre truc à nous, c'est notamment d'écrire des textes, donc de créer une histoire pour chaque album. Et donc on écrit nous-mêmes le texte, on commande ensuite avec des voice-over les voix. Et donc là pour Nuit Noire, on a deux personnages, donc une voix féminine et un homme. Et donc voilà. Et sur Motion, il y avait d'autres différentes voix qui étaient pour le coup nos amis. Mais là, en tout cas, c'est vrai que sur le dernier album, on a tous les textes, ils sont écrits par nous-mêmes. Et on a vraiment tenu à avoir des vrais comédiens pour le coup, qui ont vraiment enregistré, et qui ont joué le jeu, et ça donne un truc assez naturel. En tout cas, ça. On sait que Kiev, en Ukraine, a été secoué par des guerres et tout. Est-ce que votre pseudo, donc Lost in Kiev, est en rapport avec ça ou... Alors pas du tout. Enfin, on n'est pas. C'est pas du tout politisé. C'est même complètement l'opposé. L'origine du nom vient plutôt même d'une histoire d'amour, on va dire. En fait, c'est notre premier guitariste qui est sa femme maintenant est originaire de Kiev, d'Ukraine. Et à l'époque où on cherchait un nom de groupe, lui donc il faisait souvent des allers-retours entre Paris et l'Ukraine. Et un jour on l'attendait tout simplement pour faire une répète. On cherchait un nom de groupe à l'époque. Et donc il est jamais venu. Donc on se demandait, on savait qu'il était parti à Kiev, mais on s'inquiétait un peu du coup. Et en fait il s'était retrouvé bloqué là-bas à cause de tempêtes de neige et toute communication coupée, etc. Et le nom du groupe est venu tout simplement de cette histoire-là, quoi. Sur l'image que nous présente les VU, donc sur l'affiche, on aperçoit une figure religieuse en train de prier avec une dague dans la main. Est-ce que, enfin, on a trouvé ça stylé, mais un peu paradoxal quand même. Et est-ce que vous pouvez développer sur cette image? Est-ce que il y a quelque chose à dire? C'est une bonne question. Sur l'image de l'affiche? Ouais. Non, oui, j'ai à peine vu cette affiche, j'avoue. Ouais. Ouais. Je sais pas, c'est pas nous. Donc c'est pas vous qui l'avez... Ah non, pas du tout, ouais. D'accord. Après, d'un point de vue graphique, effectivement, c'est très tendance, ce genre de choses un peu religieuses, de l'ordre en tout cas, ouais. Avec le côté icône religieuse. Côté un peu retrouve, mystique. Voilà, mystique, ouais, on retrouve de l'or, des choses comme ça, avec un côté un peu gravure. Il y a beaucoup de festivals post-rock qui sont inspirés de ce genre de graphisme en ce moment, effectivement, ouais. Depuis à peu près 4 ans, on va dire. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette affiche? Est-ce que vous pourriez utiliser, ou vous auriez pu utiliser ce genre de dessin? Sur la pochette Nuit Noire, par exemple, le deuxième album, on a des connotations un peu religieuses, mystiques, parce que il y a des signes qui sont justement un peu mystiques. Il y a aussi l'espèce d'auréole comme ça, de cercle. Donc il y a ce côté mystique en fait qui rejoint un peu cette ambiance graphique. Donc c'est pour ça qu'on peut se reconnaître notamment un peu là-dedans, quoi. Pourquoi le choix de faire du quasi 100% instrumental et assez peu de voix? Je sais pas, j'essaie peut-être. En fait, nous on pense que on veut toujours créer un univers, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est toujours très, très onirique et qui est, tous les albums qu'on a fait, c'est un peu les albums concept, c'est-à-dire que c'est pas uniquement on fait de la musique et on va mettre des paroles hautes pour raconter quelque chose. On veut vraiment transmettre des émotions par la musique, mais on pourrait mettre des paroles, etc., des chansons. Maintenant, on peut remplacer ça en quelque sorte par les samples, mais un peu pour t'expliquer pourquoi on se passe de ça. C'est parce qu'on est beaucoup influencé par des musiques qui sont pas forcément du rock initialement. On est beaucoup influencé par des choses, des musiques électroniques ou même aussi par des musiques de films. On est tous assez fans de Vangelis par exemple avec ce qu'il a pu faire sur Blade Runner ou autre. Donc nous on pense que voilà, faire passer un message, des émotions, ça passe pas forcément par le chant.
Mais en revanche, tout est concept, c'est-à-dire que quand on va écrire un album, comme par exemple on l'a fait pour Nuit Noire, on va penser à un concept complet. Donc par exemple, comme Johan l'a dit, voilà, cette histoire de séparation par la mort et après la retrouvaille un peu dans l'au-delà entre ce couple. Et la composition a été terminée par justement ce concept, ces émotions et par ces écritures de texte. Et voilà, on n'est pas du tout, on va écrire de la musique et ensuite on va rajouter du chant ou des paroles là-dessus. C'est vraiment quelque chose de complet. Et pour aller un petit peu plus loin, on a des gens qui nous ont dit, on s'est vraiment reconnu dans ce que vous racontez, à la fois par les textes, mais surtout aussi par la puissance de la musique ou autre. Donc voilà, on veut pas du tout avoir de chant. On considère que ce qu'on peut offrir par les visuels, par les textes et par la musique, ça suffit un petit peu à ça. Et aussi nos influences, comme je disais au début, où est-ce qu'on n'est pas spécialement influencé par des choses rock avec du chant. Voilà. C'est plus des atmosphères au sens large, si tu veux. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est que c'est vraiment tout le côté cinématographique qui nous intéresse beaucoup, et aussi quand tu as du chant, que ce soit avec du chant métal ou du chant plus chanté, plus classique, plus pop, plus rock, ça connote direct un peu vraiment dans un style de musique. Le fait de ne pas avoir de chant, en fait, ça ouvre, ça permet aussi d'ouvrir vraiment les horizons musicalement parlant. On peut autant emprunter du coup au métal qu'au rock, à la musique électronique, etc. Et c'est quelque chose d'intéressant. Puis je pense aussi c'est parce qu'on est tous mauvais chanteurs aussi accessoirement. Ouais, c'est ça. Ça doit jouer aussi un peu. Et puis pour encore rebondir sur ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre plus des portes d'évolution, d'expérimentation pour aller plus loin vers le futur album qui va sortir. C'est-à-dire parce que souvent quand tu as un groupe qui a du chant, etc., et que tout d'un coup ils prennent une orientation pure instrumentale ou plus électro ou plus ce que tu veux, bah il y a des gens qui comprennent pas forcément ce qui se passe et on peut perdre des gens. Alors que là, vu que le pur instrumental avec un peu de touche électronique ou autre, voilà, c'est un petit peu plus complet dans ce qu'il y a à offrir, et au final si on veut évoluer, ça reste plus facilement acceptable par le grand public entre guillemets, quoi. Donc c'est un choix qui est un peu sur tout ça. Et à quelle question vous ne répondriez jamais si on vous la posait, parce qu'on est de la Pessac Jam Radio? Et la Jam Radio, c'est les jeunes au micro. Parce qu'on est jeunes. D'accord. Parce que les vieux, c'est Radio Campus. À quelle question on ne répondrait jamais, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouf. Parce qu'ils sont jeunes. Quelle question, c'est un peu large et c'est un peu difficile comme ça, mais du tac au tac pour un peu reprendre ce qu'on disait au début de l'interview. Tu disais ouais, Kiev, pourquoi, etc. Ouais, Est-ce que c'est lié à des conflits je ou pensais autre? un peu à ça aussi, Nous, on est dans le cinématographique, dans l'onirisme, dans l'émotion au sens large, et on n'ira jamais sur des terrains politisés ou religieux ou autres. Donc Ouais, voilà, pas si tu nous poses des questions ouais. là-dessus, on te dira bah non, on va tourner autour du pot, on va pas te dire non cash comme ça, mais on dira voilà, c'est pas vraiment ce qu'on veut, donc on répondra pas à ce genre de choses si tu veux, quoi. Et c'est quoi la place de l'image, de l'animé avec dans votre musique, dans... La place de l'image, d'accord. Bah, en fait, il y a une place assez importante dans le sens, bah, comme on disait, on a un aspect assez cinématographique au point de vue de la musique. Donc forcément, de ce point de vue-là, bah, on a tendance aussi à enchaîner avec des concepts graphiques complets au niveau de la pochette de l'album, mais aussi des projections en vidéo, parce que d'habitude, là malheureusement, on ne peut pas vraiment projeter des vidéos parce que le mur n'est pas assez grand, mais normalement, on a aussi des vidéos qui sont synchronisées sur la musique. Donc encore une fois, on essaie de faire un truc complet aussi à ce niveau-là. Et au niveau de l'image, moi je m'occupe de tout ce qui est image dans le groupe. Donc c'est-à-dire que aussi bien la pochette que les vidéos qui sont projetées sont dans un concept qui est complet et qui est cohérent, quoi. Donc effectivement ça a une place très importante, l'image dans la scène Kiev. Si j'étais votre élève et que vous m'appreniez à faire du rock, qu'est-ce que vous m'apprendriez en premier? Déjà acheter plein de matériel. Non, mais il faudrait déjà voir qu'est-ce qui te plaît et faire du rock, quel instrument, c'est large. Après, moi personnellement, j'ai commencé à faire de la musique
justement avec cet esprit rock, j'étais hyper fan à l'époque, j'étais plus jeune des Slash, Guns N' Roses, des trucs comme ça, donc je me suis vachement orienté là-dessus. Donc peut-être que peut-être qu'inconsciemment je réorienterai vers l'écoute de ces vieux groupes des années 80, 70 à écouter Pink Floyd, machin, et voilà. Après je sais pas. Et puis quand tu dis apprendre à faire du rock, c'est aussi quel instrument tu veux. Moi je te poserais la question de te dire, quand tu écoutes des musiques qui te plaisent, rock ou pas rock, quel instrument tu prêtes attention, tu te dis ah putain, ce riff de guitare, de basse ou ce plan de batterie il est ouf. Déjà voilà, qu'est-ce qui te rend le plus sensible quand tu écoutes de la musique, et à partir de là commencer à acheter l'instrument qui te plaît. Alors la batterie peut-être plus dure, hein, mais si c'est un autre instrument, voilà, et commencer à jouer par-dessus, te faire plaisir, et au fur et à mesure de tout ce que tu écoutes, te faire tes propres influences et chercher un groupe et te développer avec des gens qui sont peut-être plus expérimentés que toi pour grandir. Puis se faire plaisir. Se faire plaisir surtout. Travailler un peu tous les jours au début, c'est important. Exactement, mais faire des covers pour te faire plaisir et avant de faire des petites compos sur l'instrument qui te plaît, je pense que c'est un bon moyen de